Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Le Lean a été créé, développé par l'entreprise Toyota, donc il y a fort longtemps. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jonathan, comment vas-tu ? Salut Alexis, ça va très bien, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Et moi donc, on est très content que tu aies accepté notre invitation sur le podcast de Human Factor de Yaniro. On enregistre à distance, comme depuis le début des confinements. Alors c'est une petite anecdote, mais tu enregistres à Paris, alors que normalement tu es plutôt basé à Montpellier. Et on en parlait juste avant d'appuyer sur Record. C'est vraiment anecdotique, mais vous avez une espèce de petit pied-à-terre pour les équipes à Paris. Enfin, qu'est-ce que c'est ? Raconte-nous un peu où est-ce que tu es et qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Alors, moi, je suis donc à Paris, dans notre appartement meublé de Paris. Nos consultants, avant le Covid, venaient régulièrement à Paris. Ils allaient à l'hôtel. C'était compliqué pour eux. On a cherché une solution pour allier déplacement et moins de problèmes. Et on a loué un appartement 4 chambres dans le centre de Paris, où les gens peuvent le booker comme une salle de réunion directement dans le Google Agenda. Il y a en permanence du petit déjeuner qui est disponible. Et puis, tous les week-ends, il y a une personne qui vient faire le ménage et tout remettre d'équerre pour que le lundi matin, ça soit prêt à être utilisé. C'est mortel. C'est le Airbnb de la boîte, quoi. Et c'est super cool. Donc, je te disais, donc encore un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, aujourd'hui, dans cet épisode, vous l'avez vu, vous avez cliqué sur le lien de l'épisode, vous avez le titre, vous n'êtes pas surpris. On va parler Lean. On va parler Lean, on en a déjà parlé. C'est l'occasion de faire un petit coucou à nos amis de Théodo, à Marie Moulinier et à d'autres, et à Conto également. Et donc, c'est quelque chose que tu connais bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être te laisser te présenter et présenter ton entreprise. Moi, je suis Jonathan. J'ai fondé JVWeb en 2004 et avant JVWeb, je faisais mes études. J'ai créé mes propres sites internet que j'ai référencés sur AltaVista, Lycos. Ça, c'est pour les vieux d'entre nous qui nous écoutent. Et puis Google. Et ce référencement m'a fait des centaines, voire des milliers de visiteurs qui sont transformés en francs puis en euros. Et donc, quand j'ai fini mes études, je me suis dit, je vais pas chercher de travail, parce que les dizaines de sites que j'ai créés me permettent d'avoir de quoi vivre. Donc c'est un peu le YouTube de l'époque, en fait, le référencement. Et en me mettant à mon compte, des entreprises sont venues me voir un peu plus souvent. Et puis j'ai commencé à embaucher en 2006 pour répondre à la demande. Et au jour d'aujourd'hui, on est 90 personnes et on est capable d'aider les e-commerçants et les marques à être présents sur Google, en publicité ou en naturel, sur Facebook, et de leur permettre, du coup, notre objectif, c'est de leur faire augmenter les chiffres d'affaires et augmenter la marge par vente. Et alors, ça, c'est vraiment une curiosité sémantique. Comment tu définis JVWeb en termes de typologie d'entreprise ? C'est une PME, c'est une start-up, c'est une agence, c'est une boutique ? C'est vraiment une petite curiosité. Nous, on se définit comme une agence et on se définit comme une agence PME parce qu'on a un peu de mal avec l'approche startup baby-foot, c'est un peu cliché ce que je dis, et donc plutôt en tant que PME de croissance, donc plus proche d'une scale-up, même si on n'a pas le rythme forcément d'une scale-up, mais on se définit comme ça. Ouais. Et toujours pour donner un peu le contexte, vous avez financé votre croissance sur fonds propres ou vous avez des levées de fonds ou des choses comme ça ? Jusqu'en 2021, on s'est développé sur fonds propres. Et puis, l'année dernière, on a levé 25 millions d'euros avec un fonds qui s'appelle Capital Croissance, dans le but de créer des bureaux à l'étranger et de dupliquer le modèle en faisant aussi des build-up à l'étranger. Donc ça donne quoi ? Ça donne agence PME startupisée plus ou moins dans la croissance. Bref, un animal un petit peu étonnant, mais dans lequel on va pouvoir, duquel on va pouvoir rapprocher un cadre qui rassemble beaucoup de monde, à savoir le cadre du Lean. Donc on y va ? On est parti sur cet épisode ?
C'est parti. Donc, déjà, première chose, je ne vais vraiment pas me risquer à faire la définition à ta place, hein, parce que je pense que tu le feras beaucoup mieux que moi. Qu'est-ce que c'est que le lean exactement? D'où ça vient? Ça correspond à quoi? Parce que c'est ce dont on va parler tout au long de l'épisode. Donc, autant partir sur les meilleures bases possibles. Alors, le Lean a été créé, développé par l'entreprise Toyota, donc il y a fort longtemps. Ensuite, c'est resté pendant des années dans le milieu de l'automobile. Et puis, au début des années 2010, ça a commencé à sortir de l'automobile pour aller dans les entreprises de services, dans les entreprises de production hors automobile, des choses comme ça. Et leur axe à eux, Toyota, c'est de faire grandir l'humain et le rendre plus fort. Donc, forcément, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, tout le monde n'a pas le même savoir-faire de base, mais l'idée, c'est que jour après jour, mois après mois, année après année, chacun devient de plus en plus fort avec son propre système de progression. C'est-à-dire, c'est parce que j'essaye que j'y arrive. Et c'est pas parce qu'on me forme ou c'est pas parce qu'on m'oblige à faire des choses. C'est vraiment basé sur le volontariat et l'envie des gens. Et c'est une méthodologie, c'est une organisation du travail, c'est quoi exactement? Alors, c'est un complément des deux. Nous, on appelle ça une stratégie lean. C'est-à-dire que ça se rapproche du mindset. Donc, tu as d'un côté des outils que tu dois utiliser, mais ce qui est surtout intéressant, c'est comment ils sont déployés, comment tu discutes avec les gens, comment tu visualises la progression des gens. Et donc, ça se fait surtout en le faisant, en fait. Tu peux pas le faire juste sur un PowerPoint et en disant, bah tiens, je pense que je devrais faire ça. Non, il faut vraiment aller sur le terrain. Donc oui, donc on parle bien d'une intention, un état d'esprit lean. On pourrait parler d'une philosophie lean potentiellement, hein, Tout à fait. un terme que j'entends assez régulièrement, et qui donc donne une collection de pratiques, de méthodologies, de stratégies qui ont fait leurs preuves et qui peuvent rassembler un certain nombre d'organisations dans la logique d'amélioration continue basée sur l'amélioration de l'humain, donc et la valorisation de l'humain. C'est ça, exactement. Et l'objectif, c'est que du coup, chacun se développe en améliorant ses pratiques, en faisant des résolutions de problèmes. Et donc, du coup, on fait régulièrement des petits steps. Chaque semaine, on va améliorer 1% de sa production. Et c'est pas une fois par an, une fois tous les 3 ans, où il y a la direction qui décide d'une grosse réorganisation, où tout le monde change de poste, ou alors une grande partie des gens changent de poste. Non, c'est moi qui suis à mon poste, qui avec l'aide de mon N+1, donc mon team leader, c'est le mot qu'on utilise, et ben en fait je fais progresser mes pratiques, je le partage avec mes collègues du même niveau ou du même poste, et donc du coup on progresse tous ensemble. Et si une personne a une bonne idée, ben, c'est partagé au reste de l'équipe en fait. Et donc si t'imagines, nous on est 90 personnes, si chaque personne a une bonne idée une fois par mois, ça veut dire 90 pratiques qui changent. Sur une année, c'est 1000 pratiques. C'est énorme en fait, l'impact est vraiment, vraiment énorme. Oui, tout à fait. Et ça va être un peu tout le cœur de cet épisode. C'est l'état d'esprit lean, la philosophie lean, mais ça, on pourrait le décaler à autre chose. Hein. On pourrait parler de la philosophie des entreprises libérées ou des entreprises opales, du flat management, des choses comme ça. Souvent, on peut buter au moment de passer de la philosophie à la mise en pratique. Parce que tu l'as dit toi-même, tu dis waouh, 90 idées, ça fait presque 1000 pistes d'amélioration sur une année. Dit comme ça, on se dit que c'est un levier de croissance et d'amélioration qui est fantastique. Tu peux aussi le voir d'un point de vue du cauchemar logistique, de comment tu fais pour traquer tous ces trucs-là, comment tu fais pour t'assurer que tout le monde est capable de le faire, de le suivre, que ça avance. Et donc, si tu le veux bien, on va se mettre dans un petit tour du lean en commençant par le début, c'est-à-dire le moment où ta boîte n'était pas encore adepte de la philosophie lean, ce qui vous a fait faire la bascule et donc concrètement, comment on passe le pas, à quoi ça ressemble, etc. Ça te va si on le fait dans ce sens-là ? Avec plaisir. Eh bien, écoute, retour en arrière. L'entreprise n'est pas encore tout à fait lean. Elle est organisée, on ne va pas rentrer trop dans les détails, je pense que ce n'est pas le plus intéressant. Mais à un moment donné, toi ou plusieurs personnes dans l'entreprise dites, bon, allez, vas-y, il faut que ça change là. Raconte-nous un peu ça. On est en 2016, donc l'entreprise se porte bien, on fait de la croissance, on gagne de l'argent, mais mon DG et moi, on dort de plus en plus mal parce qu'à chaque embauche, à chaque nouveau client, ça fait un problème de plus à gérer. Alors, pas forcément toujours des problèmes très gros, mais ça en fait toujours un de plus. Et ça retombait souvent sur nos 2 épaules, enfin nos 4 épaules, à nous deux. Et c'était toujours, ou quasiment toujours, les mêmes problèmes qui revenaient avec un cycle de 6, 12, 18 mois. On est dans un business où on forme beaucoup de gens qui sortent de l'école, donc ils arrivent, ils apprennent, ils progressent,
et ils partent ensuite chez l'annonceur généralement. Voilà, on n'avait aussi pas de plan de carrière à l'époque avant le lean. Là, l'idée c'était de se dire, il faut que je trouve une solution pour pouvoir continuer à grossir sans s'épuiser. Ça, c'est le contexte de départ. Et donc, c'est comme ça qu'on a lu un bouquin, mon DG et moi. On s'est dit, tiens, ce bouquin, j'ai l'impression que si j'applique les solutions, ça va beaucoup m'aider. Et en cherchant sur Google et en discutant avec un ami qui est le patron de Théodo, il m'a dit, j'ai une personne à te présenter qui a aussi écrit un bouquin, tu devrais aller discuter avec lui. Je pense que ça peut t'aider. Donc le point de départ, c'est ça. J'adore parce que on est dans une boîte en croissance, ça se passe bien et la croissance, elle est écrasante en fait. Elle est fatigante et il y a un autre point que tu soulignes qui est important, c'est le sentiment sur certains types de problèmes de faire du surplace, enfin que les trucs reviennent encore et encore et encore. Alors après, rétrospectivement, c'est la faute à quoi ? C'est la faute au mode run, c'est la faute au fait qu'il n'y a pas de cadre pour traiter ces problèmes-là, qu'on n'arrive pas à s'y poser, que c'est trop sur vos épaules à vous ? Pas de méthodologie pour régler les problèmes. En fait, il n'y avait pas une méthode, une façon de faire qui soit un peu universelle dans la boîte, ce qui fait que les gens avaient du mal à discuter ensemble, on n'avait pas les mêmes points de vue, et puis, tu le disais tout à l'heure, en fait, on avait trouvé une solution, mais elle n'est pas pérenne, elle ne se maintient pas dans le temps, parce que les équipes changent, parce que ça a été oublié, parce qu'il n'y a pas eu une documentation quelque part, et ce qui fait que du coup, le problème revient, quoi. Et dans notre cas, souvent quand un problème revient, ça veut dire qu'on a fait soit perdre de l'argent à un client, ça qu'on lui a fait rater du chiffre d'affaires, et donc pour lui c'est très impactant, et donc souvent il nous le fait savoir d'une façon en disant soit je vous quitte, soit je demande un dédommagement, soit il va falloir travailler plus. Donc pour nous en plus c'était vraiment à chaque fois des vrais problèmes, quoi. Et donc, vous lisez un bouquin, vous papotez avec l'un des founders de Théodo et vous rencontrez quelqu'un. Alors, on va s'attacher un tout petit peu à ça parce que je connais un petit peu quand même le décorum, j'allais dire, de l'approche Lean et dans l'approche Lean, le fait d'avoir un référent, un mentor, un sensei, je ne sais pas comment on l'appelle, est très très important. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette rencontre et un peu en parallèle pour des personnes qui découvrent le Lean, l'importance de cette personne ? Le sensei, c'est quelqu'un qui maîtrise le Lean, qui maîtrise le Toyota Production System, qui est appelé aussi Thinking People System, donc la maison TPS. Et cette personne, elle n'est pas là pour donner les solutions, contrairement à un consulting classique. La personne est juste là pour te faire prendre conscience de ce qui se passe dans ta boîte. Donc, un peu l'éléphant dans la pièce, où on passe à côté, en fait. Comme on le ferait en coaching sur d'autres sujets, par exemple. Ouais, exactement. Tu peux aussi le faire en coaching sur d'autres sujets. Mais Régis, mon sensei, ne connaissait pas les solutions à notre entreprise puisqu'il ne connaissait pas, en fait, notre business model. Alors, on lui a bien sûr expliqué au début, mais il connaissait pas la sensibilité de nos clients, les préférences de nos clients, comment ça fonctionnait. Donc, lui, il nous a donné des méthodes. On a été sur le terrain avec lui, et quand il voyait des situations que lui trouvait surprenantes, il nous posait des questions pour nous amener à la voir. Parce que moi, je disais, non, tout va bien là. Et il me disait, et il me posait des questions assez vagues. D'accord. Et Régis, c'est quelqu'un d'assez connu, non ? Parce qu'il accompagne moi aussi, je pose des questions comme coach, parce que je connais un peu les réponses. Il travaille avec quelques entreprises qu'on connaît bien, non ? Oui, il travaille avec Conto, il travaille avec Aramisoto, il va travailler avec Théodo, avec The Other Store. Ouais. Et comment ça se passe du coup ? Parce que pour travailler avec son sensei, c'est un travail annuel, c'est un travail qui s'arrête jamais, il vient vous voir régulièrement, il vous accompagne au début et après c'est un lien qui se garde, parce que je me mets à la place des personnes qui écoutent et qui se disent va falloir que je rencontre un sensei aussi, mais comment ça se passe, quoi ? Donc Régis, il nous suit depuis 2016 et on est toujours avec lui. Simplement, il vient moins souvent. Au départ, il venait 3 jours par mois. Maintenant, c'est plutôt qu'une journée par mois. Après, on s'appelle durant le mois. Et en fait, il continue parce qu'il continue à nous apporter de la valeur. Parce que lui aussi, il progresse. Donc, il nous fait progresser. Et si tu veux, sur certains gestes, il nous permet d'avoir toujours une nouvelle vision et donc d'être de plus en plus efficace. Nous, on a créé des plans de production. Donc, un plan de production, ça permet à la personne de savoir ce qu'elle doit faire aujourd'hui et ce qu'elle doit faire demain. Si je compare la version 1 qu'on a fait et la version actuelle,
nos connaissances du plan de production sont bien meilleures et donc c'est bien plus utile et efficace pour la personne. Donc c'est ça qui nous apporte, c'est un perfectionnement permanent. Ok, donc là on a les éléments initiaux, une volonté de basculer vers du lean qui est partagée entre ton DG et toi, la rencontre avec la bonne personne qui vous partage les bons outils. Donc maintenant, rentrons dans le dur. C'est quoi les principaux outils que tu peux nous partager déjà avant même de voir comment vous les avez mis en place dans l'organisation? Quelles sont les grandes méthodologies, techniques, tactiques, stratégies lean que vous aurez présentées, Régis, par exemple, si on les prend en vue d'avion? Ouais, si on les prend en vue d'avion, le premier point, c'est la satisfaction client. Donc c'est vraiment le point de départ, c'est le où par tout commence, où on se dit, est-ce que nos clients sont satisfaits ou pas? Nous, on pensait que nos clients étaient satisfaits en 2016. Et puis quand le client n'était pas satisfait, c'est parce que le client était un con. Si j'écoutais mes consultants. Yes. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a appelé des clients, on a regardé des emails que les clients envoyaient, et puis on s'est aperçu qu'en fait, le con, c'était plutôt nous, si je puis dire. Donc ça, c'est le premier point. On commence par là, on rentre par là. En disant comment j'arrive à mieux satisfaire mon client. Et ça, on le fait sous 4 angles. La qualité, le délai de livraison, entre la commande et la livraison, le coût, donc le temps passé chez nous, et puis le confort pour le collaborateur. Donc du coup, est-ce que produire la pièce que demande le client, c'est confortable ou c'est pénible à faire pour le collaborateur en fait. Voilà. Et donc du coup, on donne ces 4 axes sur chaque type de pièce qui est fabriquée. Donc un reporting, c'est pas pareil qu'un email, c'est pas pareil qu'une optimisation sur une campagne publicitaire, etc., etc. Vas-y. Ça, c'est le premier axe. Ensuite, le deuxième axe, on regarde si le collaborateur a tout pour réussir. Et donc, le tout pour réussir, ça englobe en fait plein de choses. Ça s'appelle aussi le respect for people, ça dépend l'angle de vue. Et donc, pour nous, c'est, par exemple, est-ce que quand on lui donne une mission, quelqu'un a pris le temps de lui expliquer en fait comment réaliser cette production? Est-ce qu'il a eu un exercice dessus? Est-ce qu'il a le temps de le faire? Et est-ce que le matériel qu'on lui donne est adapté à ce qu'il a? Et en fait, quand on a regardé, nous, par exemple, à l'époque, on devait être une 40-45 personnes, on s'est aperçu que 8 personnes avaient un ordinateur qui fonctionnait très mal. Alors, tu vas me dire, elles auraient pu en parler. Mais en fait, elles ne l'avaient jamais signalé, en fait. Et donc, du coup, ça les ralentissait dans leur journée. Et c'est quand même un peu la base. Et quand on connaît le prix d'un ordinateur par rapport à un salaire, enfin, la balance était vraiment en notre défaveur, en fait. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième axe, c'est est-ce que les gens ont tout pour réussir? Donc, méthode, matériel. Ensuite... Attends, je peux te poser plein de questions sur les 2 premiers, là, parce que je pense qu'il va y en avoir plein, donc je me dis que je vais oublier après. Mais non, t'as raison. Première chose, satisfaction client selon les différents axes que tu as donnés, sur les délais, la qualité, le confort. Est-ce que du coup, une bonne pratique générale, c'est de mesurer ça? Alors j'enfonce une énorme porte ouverte, parce qu'on vit quand même dans un monde avec des NPS, des choses comme ça. Mais j'aimerais le souligner en fait, parce que tu as dit quelque chose de très bien, enfin de très bien, oui, tout ce que tu dis bien, mais qui m'a vraiment particulièrement frappé, c'est-à-dire on pensait que c'était bien. Et pourtant il y a un adage qui dit on peut pas améliorer ce qu'on mesure pas. Donc la différence, évidemment, tu penses, mais en vrai, comment tu peux savoir quoi? Donc tu peux m'en parler un petit peu de la mesure? Ouais, alors avec plaisir. En fait, nous, on mesurait ça aux résiliations. Tant que le client partait pas, c'est qu'il était content. Ouais, oui. Mais en fait, c'est faux. Il y a des clients qui sont mécontents, mais qui restent pour plein de raisons. Ou qui sont pas complètement mécontents, mais qui sont pas satisfaits plutôt. Alors, nous, du coup, on s'est mis... on a beaucoup hésité sur comment on devait mesurer, et maintenant on mesure de 2 façons. Nous avons un outil qui tous les trimestres envoie un email au client pour savoir s'il nous recommanderait. Ouais, le fameux NPS, la Net Promoter Score. Exactement, mais quand on l'a mis en place à l'époque, le NPS était beaucoup moins populaire. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est que c'est 9 ou 10. On est OK. 8, pour nous, c'est la limite. Pour nous, c'est déjà pas une note satisfaisante. Et en dessous de 8, c'est la catastrophe pour nous. Et si le client nous met 6, 7, 8, ça déclenche un appel du team leader dans la semaine pour connaître la raison de la note, en fait, l'explication. Alors, en sachant que le client peut laisser un message s'il veut, mais c'est assez rare qu'il le mette. Et une fois sur 2,
c'est une petite chose à changer qui est pas grand-chose. Ouais, mais maintenant tu le sais et tu le mets dans ton backlog. Maintenant on le sait, on peut le modifier. Et la note après passe un peu plus, augmente un petit peu. Et puis de temps en temps, alors on va dire une fois par trimestre, on a une note de 3, 4, 5. Et là, forcément, c'est qu'il y a vraiment un facteur manquant. Et vous allez me dire, les consultants, ils parlent toutes les semaines ou quasiment toutes les semaines à leurs clients. Pourquoi ils ne leur disent pas ? Eh bien en fait, comme nous, on va réaliser un pourcentage du chiffre d'affaires de nos clients qui va varier entre 10 et 50%, donc on a un vrai impact sur leur business. Des fois, ils osent pas dire les choses, en fait. De peur que derrière, le consultant ait moins envie de travailler pour le client. C'est le monde à l'envers. Et donc, via un NPS, via ce formulaire, ils se sont plus libres de le faire. Et comme ils parlent ensuite à un team leader, qui est pas directement le consultant, ils se sentent un peu plus libres de le passer et puis ils sont plus libres, en fait. Et donc, généralement, dans ces cas-là, il faut faire une action. Et on a un business people, du coup, et quand on a fait de la levée de fonds, les fonds d'investissement n'aiment pas trop les business people parce qu'ils se disent que tout repose sur des gens et les gens, c'est pas fiable. C'est ce que pensent beaucoup de fonds. Donc du coup, nous les fonds ont appelé 20 de nos clients et ont demandé à ce qu'on fasse l'export de toutes les notes qu'on avait eues depuis 5-6 ans du coup. Donc il y en avait des milliers et ils en ont fait des divisions, des sondages, des analyses. Et un point intéressant, c'est que tous les clients qui nous avaient mis une note inférieure ou égale à 6, donc sur la période analysée qui était 2 trimestres, je crois. Non, qui était pas 2 trimestres, qui était sur les 5 ans, qui était la première note qui était mauvaise. Est-ce que le client churnait ensuite ? Et s'il churnait pas, quelle était l'évolution des notes ? Et en fait, sur les gens qui nous ont mis une mauvaise note, 10% ont churné, donc c'est assez faible. Et sur ceux qui ont mis les notes, c'était quoi la progression ? En fait, dans le trimestre suivant, 80% passaient à une note supérieure ou égale à 7. Et 2 trimestres après, ils avaient tous une note égale ou supérieure à 8. Donc, ce qui veut bien dire la méthodologie qu'on essaie de mettre en place en mesurant et en faisant les actions correctrices fonctionnait. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles le fonds, on a eu beaucoup de fonds qui ont décidé d'investir chez nous. C'est parce qu'en fait, on arrivait à résoudre l'insatisfaction des clients, en fait. Oui, tu démontres par A plus B que tu sais prévenir ton churn, donc ton turnover, la résiliation de tes clients. Et question très pointue, on va pas, mon Dieu, en fait, on aurait pu faire un épisode juste là-dessus, ça aurait été génial. Est-ce que c'est la seule question que tu poses ? Est-ce que il faut poser une seule question entre guillemets pour être très très sharp, ou est-ce que tu poses 5 questions régulièrement ou je sais pas trop combien et tu te focalises sur le NPS ? Nous, on se focalise que sur cette question quand c'est par email. Et après, quand on fait des rendez-vous trimestriels avec les clients, donc ça dure 2h à 2h30, donc c'est un peu plus profond. Là, on leur pose d'autres questions, en fait, orientées qualité, délai. Donc, qu'est-ce qu'on doit changer en termes de qualité ? Qu'est-ce qu'on doit changer en termes de délai ? Voilà. Ok, ouais, donc il y a la métrique quanti unique, si j'ai bien compris, du NPS qui permet d'identifier là où il faut aller creuser et régulièrement tu fais de l'amélioration continue en posant des questions plus précises sur tous tes clients. Ok, roger that. TPR, tout pour réussir. Donc ça, c'est canon aussi. Le mindset du tout pour réussir. Ce que je comprends et qui est applicable un peu partout, c'est de se dire, bon, enfin, on le fait en cascade. Si l'amélioration continue et donc la satisfaction client est au cœur à peu près de toutes les préoccupations, l'étape juste après, c'est de s'assurer littéralement que les premiers j'allais dire ouvriers de ça, les personnes qui sont censées travailler là-dessus, ont tout pour réussir. Comment tu construis le mindset chez ces personnes-là ? Parce que tu l'as dit toi-même, on s'est tous retrouvés avec un ordinateur un peu lent, sans se poser la question de non mais attends, on peut peut-être mettre les X centaines ou milliers d'euros qui permettent de renouveler toute la flotte pour qu'elle soit au maximum, quoi. Alors, là, on le fait de 2 façons et les 2 sont liés. La première, c'est ce qu'on appelle techniquement le on-done. En fait, c'est un appel à l'aide. Donc, pour 5 personnes dans mon équipe, j'ai un team leader. Ce team leader, la moitié de son temps, il produit pour garder la connaissance de la production. Et la moitié de son temps, il est là pour aider ces 5 personnes. Donc, grosso modo, toutes les après-midi ou tous les matins, il est libre pour son équipe. Donc, c'est quand même un temps non négligeable sur la semaine. Et sur le temps qu'il a libre avec eux,
dès que le collaborateur a la moindre question, il peut lui poser. Et les questions, ça vient selon 5 ou 6 sources. J'ai trop de travail, je ne sais pas faire ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai un doute. En fait, nos collaborateurs, souvent, savent faire, mais parfois, ils ont un doute parce qu'on a beaucoup de contexte client, c'est hyper important. Si tu vends des services RH, si tu vends du mobilier, si tu vends des fleurs sur Internet, il y a beaucoup de contexte et la campagne, tu la crées de la même façon, mais tu la fine-tuning d'une façon différente. Et donc, du coup, j'ai un doute, je demande à mon team leader de m'aider. Et comme le team leader, il est dispo la moitié de son temps, il peut tout de suite venir t'aider. Et ce qui fait que nos collaborateurs ne sont normalement, en principe, jamais ou très rarement bloqués. Et donc ça, c'est le premier tout pour réussir, c'est que tu n'es jamais bloqué et tu as toujours quelqu'un pour venir t'aider. Vas-y, j'ai plein de questions à te poser, mais je vais arrêter de t'interrompre. Vas-y, Jonathan. Donc, ton team leader, les autres team leaders, et après, sinon, il y a le DG et il y a moi, en fait, s'il n'y a aucun team leader est dispo. Sachant qu'on en a 10 des team leaders, donc c'est assez rare qu'il n'y en ait aucun qui soit dispo. Ça, du coup, ça réagit sur un autre aspect, c'est le client. Puisque du coup, on y arrive presque toujours à délivrer le délai voulu, en qualité voulue, puisque normalement, tu as fait un hand-done. Mais tu vas me dire, il y a quand même des gens qui n'appellent pas à l'aide. Tu vois, parce que à l'école, surtout quand nous on embauche beaucoup de bac plus 5, à l'école on t'a appris à être malin et à chercher par toi-même et à apprendre par toi-même. C'est génial. Mais sauf qu'en fait on a des délais à respecter en fait pour les clients. Et puis parfois en cherchant sur internet, tu vas trouver une méthode qui est pas forcément la meilleure. Ou parfois tu vas même te tromper. Et sauf que tu vas te tromper 3 fois pour 3 clients différents. Et puis après on va s'en apercevoir. Donc tu vas devoir rappeler les clients, leur expliquer que l'analyse n'était pas bonne, etc. Bon, on se tire une balle en fait. Donc c'est pour ça que nous on les incite à faire le hand-done. Et qu'est-ce qui pousse les collaborateurs à faire le hand-done ? C'est que souvent ça va plus vite que de chercher sur internet, en fait, qu'on s'est bien rodé. Et le deuxième point, c'est que tous les jours ils ont un plan de production et donc c'est eux qui le font. Et ils disent voici ce que je pense produire aujourd'hui en fait. Et le midi et le soir, ils ont un small talk avec le team leader. Et si on voit qu'ils sont pas dans les délais, ça veut dire qu'ils ont eu un problème sur une pièce, ça veut dire qu'ils ont un besoin de formation, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'anormal en fait. Et donc du coup, le team leader, soit va prendre le temps de le faire dans la journée, soit il va prendre le temps de le faire le lendemain, mais en tout cas, on va venir l'aider. Et donc le fait d'avoir des checks réguliers pousse à faire cet appel à l'aide parce que de toute façon, le team leader va le voir. Donc autant que tu demandes à l'aide le plus vite possible. Moult choses par rapport à ça. Évidemment, c'est une mécanique bien huilée, mais moi, les mécaniques bien huilées, ça me fascine. Donc, ça m'enthousiasme beaucoup. Ce qu'on est en train de voir là, c'est que satisfaction client au centre des préoccupations de l'entreprise, capacité d'avoir tout pour réussir des collaborateurs au centre des priorités du team leader. C'est ça qu'on est en train de se dire, tout simplement. Et de la même manière qu'on ne laisse pas filer le client qui nous dira peut-être pas que ça convient pas et on fait des pings réguliers, là on fait des pings réguliers quand on est team leader avec ses équipes pour pas qu'elles puissent, entre guillemets, se laisser couler. Team leader qui a lui-même tout pour réussir vu qu'il a la moitié de son temps dédié à cette activité. C'est ça. Et puis le team leader a le soutien du DG et de moi en fait en cas de besoin. D'accord, donc à la fin, le DG et toi, entre autres choses, dans vos attributions, vous avez le team leader des team leaders. Enfin, le soutien des souteneurs. C'est ça. Et en fait, nous, on appelle ça la chaîne d'aide. Donc, tu vois, tu pars du team leader qui monte au TL, qui monte au DG, qui monte à moi. Et puis moi, j'ai Régis, mon sensei, en fait. C'est vraiment une chaîne d'aide. Ok, et puis Régis, s'il sait pas, il sait pas. Non, je plaisante, je suis sûr que Régis a quelqu'un aussi pour l'accompagner. Si ça fonctionne comme le coaching, tous les coachs chez nous ont des superviseurs. Donc, il a un sensei lui aussi, en fait. Régis, absolument, c'est la règle en général. Ok, donc là, on a vu le tout pour réussir. Quoi d'autre dans les grands outils du Lean ? Un outil qui marche bien et presque, je dirais, j'aurais dû commencer par ça, c'est presque le plus important pour les boîtes qui grossissent et pour les boîtes qui commencent à être plus de 20 personnes. C'est ce qu'on appelle le Gemba ou le Go and See. Ça veut dire quoi ? Donc ça veut dire aller sur le terrain et voir la vérité vraie. Donc il y a beaucoup de patrons qui ont des head-of, des directeurs et qui du coup vont plus sur le terrain. Moi, entre une demi-heure et 1h30 par semaine, je vais m'asseoir avec des collaborateurs et je regarde comment ils travaillent.
Donc souvent, on se met d'accord sur une pièce. Alors nous, on appelle ça une pièce, mais sur une mission, sur quelque chose qu'ils vont faire. Et je regarde comment ça se passe. Je regarde les difficultés qu'ils rencontrent. Je regarde en fait ce qui se passe. Et ce que je m'aperçois, ou que je m'apercevais beaucoup au début et maintenant beaucoup moins, c'est qu'il y a un écart énorme entre ce que je pense et la vérité vraie en fait. Et moi, de ma tour d'ivoire, j'exagère, je prenais des décisions qui avaient été modifiées, dupliquées, transformées pour arriver sur le terrain. En plus, le terrain il était faux par rapport à ce que je pensais. Donc en fait, je prenais des mesures qui étaient contre-productives et qui n'aidaient pas les équipes. Le fait d'aller sur le terrain régulièrement, du coup, m'aide, moi, pour prendre les décisions vachement plus facilement, puisque du coup, je sais ce qui se passe, je sais vraiment ce que les clients pensent. Et ça me permet également de faire grandir le collaborateur de l'autre côté, parce que souvent, il y a, enfin, pour pas dire toujours, il y a un talk à un moment. Parce que je pose quand même quelques questions, juste pour essayer de comprendre, ou des fois, la personne m'explique en fait ce qu'elle a fait, pourquoi elle fait ses choix, comment elle fait ses choix. Et moi, je peux lui donner un autre point de vue, plus stratégique, plus boîte, ou lui expliquer quelque chose. Et du coup, cette personne grandit, et moi, je grandis aussi en même temps en fait. Et donc, du coup, tout le monde est plus fort à la fin de ça. Et quand je dois prendre une décision stratégique, j'en prends rarement. En fait, je prends plutôt plein de petites décisions suite au Gemba, en fait. Voilà, donc c'est des multi-décisions. Et le terrain, c'est... Je vais aller jusqu'au bout. Hein. Le terrain, c'est quoi? Parce que je vais te donner ce qu'il y a derrière ma question. Prenons on va prendre un truc hyper basique, startup, du SaaS bien classique. Donc, je sais pas, Conto, Trainline, Alan, des choses comme ça. Le terrain, c'est quoi? Est-ce que c'est les commerciaux qui closent? Est-ce que c'est les équipes product qui bossent sur le produit? Est-ce que c'est regarder le client qui ouvre son applicatif Conto? Est-ce que c'est le customer support qui reçoit des pings des clients? Est-ce que c'est tout ça, ou est-ce qu'on essaye de se dire de toute façon tout est centré sur le client, donc il y a un endroit préférentiel dans l'entreprise qui va peut-être être différent selon l'entreprise? Quand je vais sur les Gemba, c'est pour voir la vraie vie des gens. Donc celui qui répond au téléphone quand il est aux satisfaction, celui qui va être le dev qui va développer les features du Scrum Master ou qui va développer les features du Product Owner en fait. Et donc l'idée, comment le Product Owner choisit sa feature, comment il va rédiger ses specs, comment il va le placer sur le panneau de développement. En fait, je regarde tout ça en fait. Et je regarde si du coup, il a les moyens pour réussir. Je regarde s'il sait comment tenir ses délais. Je regarde si du coup il a son N+1 qui vient l'aider en cas de besoin, et je peux voir tout ça. Et ce que je me rends compte, c'est que souvent, entre ce que tu penses et la pratique, il y a souvent un écart. Et donc du coup, plus la boîte grossit, et plus c'est nécessaire d'aller sur ce terrain. Ok, donc le terrain, ce que j'entends, est multiple en réalité. Enfin, c'est toutes les rouages de la machine qui fait que ça tourne ou que c'est grippé, quoi, concrètement. Exactement ça. Et moi, j'amène tout mon codir, une journée par mois. On fait 3 Gemba sur la journée. Et après, on discute entre nous de ce que ça veut dire et ce qu'on doit changer dans les pratiques de l'entreprise pour continuer à débloquer les gens et qu'ils ne soient jamais bloqués, en fait. Ok, très clair sur le Gemba. Il y a d'autres choses que tu as gardées dans la boîte à outils du Lean que tu veux nous partager? Yes. Le management visuel. Un fameux. Ouais. Et ça, souvent, c'est associé au reporting Excel. Et il y a une énorme différence entre un reporting Excel et un management visuel. C'est que le management visuel, c'est ce qui nous oriente pour prendre les prochaines décisions. C'est-à-dire que nous, on regarde si on respecte l'objectif du client. Donc, on lui a promis une volumétrie souvent de leads et un coût d'acquisition par lead, par exemple. Et on regarde sur l'ensemble des clients d'une cellule, 6 personnes, est-ce qu'on est à 80%, 90, 95, etc. On a 5 ou 6 indicateurs par cellule. Et en fonction des indicateurs et des résultats, on décide avec le team leader de travailler, par exemple, sur la qualité, de travailler sur les délais, de travailler sur la formation, etc. En fait. Donc, c'est pas pour reporter et pour moi me dire tout se passe bien. C'est pour le team leader pour se dire sur quoi je dois aller bosser. Et premier point. Et deuxième point, c'est quand moi, je veux discuter avec un team leader, je lui dis pas tiens Alexis, comment ça va en ce moment? Jamais. En fait, on discute pas de la situation, on la voit ensemble
Et comme on a les mêmes mots et comme on discute des mêmes choses, ben on voit si ça va mieux, si ça va moins bien, et où est-ce que lui a besoin d'aide en fait du coup, et où est-ce que moi je peux lui apporter mon aide. Et on gagne beaucoup de temps en fait on gagne beaucoup de temps en blabla, et du coup on peut se concentrer sur la résolution du problème ou sur l'amélioration qu'on va faire avec lui en fait. Ok, donc management visuel pour justement arriver à parler la même langue, à mettre du commun entre les équipes et à avancer plus directement sur des problèmes ou des choses qu'on peut améliorer. C'est ça, exactement. Ok. Et il y a d'autres choses. J'imagine qu'il y en a vraiment beaucoup des outils, mais est-ce que avec là justement cette philosophie générale du lean que tu as exprimé, la résolution de problèmes, la logique du tout pour réussir, se centrer sur le client au démarrage, le Gemba, l'appel à l'aide, le management visuel, on a fait un bon tour ou il manque encore des éléments importants? Non, avec tout ça, on a fait un bon tour. La dernière petite chose, c'est l'amélioration continue, l'innovation, où nous, on incite les gens à le faire. C'est-à-dire qu'on leur dit, donc, grâce au management visuel, qu'ils ont parfois au niveau personne, ils savent où est-ce qu'ils ont des problèmes. Ils arrivent à les identifier. Comme on les aide à faire cette résolution de problème, ça s'appelle un PDCA, on a une petite méthode, Plan, Do, Check, Act, pour ceux qui connaissent pas. Et en fait, ils sont capables de le résoudre à leur niveau, en fait. Et derrière, souvent, quand ils rencontrent d'autres situations qui ne sont pas forcément un problème, ils se disent « Ah mais tiens, je pourrais m'améliorer, je pourrais changer une façon de produire, en fait. » Donc ça, c'est le dernier point qui nous amène du coup à être tout le temps en mouvement, puisque soit je résous un problème, soit je fais une amélioration, soit je produis. Et donc du coup, il y a toujours le triptyque entre les trois qui s'enchaîne, en fait. Voilà. Et alors du coup, petite mise en situation, c'est très cool par rapport à notre image du début où on dit on a identifié un millier soit d'idées, soit de problèmes qui vont trouver des résolutions. Dans une entreprise qui vit au rythme du lean, comment ça se passe? C'est-à-dire voilà, je sais pas, moi j'ai identifié un client qui est à 6 en NPS et je me dis oula, faut qu'on essaye de comprendre ce qui se passe, ou je suis team leader et j'ai vu que dans mon équipe il y a quelqu'un qui est un petit peu à la ramasse sur les délais ou qui est en difficulté. Donc on a identifié les choses. Comment après, on met tout ça en musique pour que ça tombe pas par terre et que ça avance? Alors, très bonne question. Donc, le team leader, on a vu, il a la moitié de son temps, en fait, pour son équipe. Son équipe, ça veut dire aussi résolution de problèmes. Hein. Donc, s'il y a un client qui nous met un 6, on déclenche un appel, on voit pour le client n'est pas satisfait. On regarde derrière si nous, on a aussi des standards. Donc, les standards, c'est la meilleure façon de produire un certain geste qu'on connaît actuellement, donc c'est la meilleure façon de le faire et aussi la façon normalement la plus rapide. Donc on regarde si la personne maîtrise le standard. Donc c'est non, j'ai fait ça mais on m'avait jamais formé et du coup je l'ai fait de travers. Là il te faut de la formation. Ou alors non, je connais le standard mais en fait j'avais pas compris quelque chose, donc c'est toujours de la formation. Ou alors non, c'est que le standard il a été respecté mais malgré ça le client n'a pas eu la qualité voulue en fait. Donc là ça veut dire qu'il faut une résolution de problème pour améliorer les standards et produire d'une meilleure façon. Le team leader le fait avec la personne, et si ça marche, donc on le teste, on fabrique une pièce, 2 pièces, ça fonctionne. Alors, je dis fabriquer des pièces depuis le début, mais nous, on est du numérique, hein, donc c'est écrire un email, c'est optimiser Google, c'est trouver des mots-clés, rédiger une annonce. Hein, c'est là où on voit l'historique Toyota au démarrage. Exactement. Et du coup, si ça marche, ensuite, le team leader va modifier le standard pour que tous les gens dans l'entreprise, en fait, la prochaine fois qu'ils vont produire, ils vont pouvoir se référer à ce nouveau standard. Et derrière, en fonction de la modification, si elle est mineure ou majeure, si elle est mineure, c'est juste une note sur le standard qui te dit attention, ça a été modifié, mais je te forme pas. Si c'est majeur, en fait, chaque team leader revoit ses équipiers pour corriger, pour expliquer la nouvelle façon de faire. Et c'est ça qui permet de construire et de transférer le savoir à tout le monde. Ce transfert paraît facile, mais en fait, c'est très difficile. Et même chez nous, à l'heure actuelle, au bout de 6 ans de ligne, il ne fonctionne pas toujours très bien. Et à ce sujet, si on parle presque de l'infrastructure du lean, moi j'ai une grande question, alors je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais en gros dans des entreprises qui ont vraiment la culture de l'amélioration continue, je ne sais pas si c'est 100% du lean à chaque fois, mais en tout cas qui ont au moins l'état d'esprit commun, sans les citer forcément, parce que peu importe, mais j'ai observé 2 grands extrêmes. Il y a des boîtes qui sont très très processées.
dans lequel il y a beaucoup de procédures, de rituels, que ce soit synchrone ou asynchrone, hein. Il peut y avoir voilà, plein de réunions ou au contraire zéro réunion, mais par contre des Notion, des wikis, des choses comme ça un peu partout. À l'autre bout du spectre, des boîtes qui sont quasiment allergiques à toute cette structure à partir du moment où il y a une philosophie commune qui est largement partagée, qui fait que ça va s'auto-organiser. En gros, dit autrement, une fois qu'on est tous d'accord sur le fait que la satisfaction client est au centre et qu'on a cette organisation générale du travail, il n'y a pas besoin de caler une réunion tous les mercredis après-midi spécifiquement là-dessus parce qu'elle va s'organiser tout seul. Toi, dans ce que tu as vu dans les entreprises Lean et chez vous, ça se passe comment? On est plutôt dans le deuxième cas. C'est-à-dire que il y a quelques rituels. Donc un des rituels, c'est de regarder toutes les semaines avec son équipe et moi une fois par mois avec toute l'entreprise, justement nos indicateurs de satisfaction client, de réussite, etc. En dehors de ce rituel, on n'a pas beaucoup d'autres, puisque l'idée c'est que satisfaction client first. S'ils sont satisfaits, si nous on trouve des idées pour s'améliorer, c'est bon, ça nous suffit en fait. Pas besoin de voir des réunions pour s'en parler ou des choses comme ça. Chacun avance avec son team leader et le team leader avance avec le DG en fait. Ok, très clair. Et qu'est-ce que ça a donné, toi qui as vu l'avant-après? Est-ce que tu as des métriques de succès ou de performance que tu as pu traquer, que vous avez pu traquer, qui témoignent justement de l'avant-après Lean? Ouais, le premier, alors c'est pour les patrons, hein, mais le premier c'est que je dors beaucoup mieux, vraiment. Je suis beaucoup moins stressé. C'est une métrique importante, hein. Ouais, c'est une maîtrise qui enchaîne après d'autres métriques de succès pour les équipes en fait. Hein. Donc je suis beaucoup plus zen. Ça c'est vraiment le premier point pour moi. Le deuxième point c'est qu'on va beaucoup plus vite. J'ai un collaborateur qui avait quitté la société juste avant qu'on se mette au Lean, et puis qui est redevenu 3 ans après, qui est devenu client. Et entre-temps, on avait embauché 20 personnes. Et il m'a dit, l'entreprise, j'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus flexible qu'avant, alors qu'on était passé de 40 à 60 personnes. Donc, du coup, pour moi, c'était un critère de réussite, en fait, quand il m'a dit ça. Et je le vois aussi sur un autre aspect, c'est l'innovation. Donc, chaque collaborateur est incité à faire des améliorations, à les partager avec son team leader. Et le team leader, s'il juge que l'amélioration est sympa, moi, une fois par mois, je le présente à toute l'entreprise. Quand on a commencé à faire ça, j'en avais 1 ou 2 par mois d'amélioration. Maintenant, j'en ai entre 8 et 15 tous les mois à présenter. En sachant que c'est le sommet de l'iceberg. Hein, il y en a beaucoup plus qui sont faits. Et donc, du coup, on va beaucoup plus vite pour innover. Et sans qu'il y ait des responsables d'innovation, sans qu'on fasse des grands pas régulièrement, c'est qu'on fait plein de petits pas en permanence, en fait. Donc, pour moi, l'impact, si je te prends après des exemples, c'est que j'ai embauché quelqu'un. Donc, moi, j'embauche beaucoup de gens qui sortent de l'école. J'ai embauché quelqu'un en janvier. Il était capable de gérer son premier client en octobre-novembre. Avec un NPS qui était ce qu'il était. Si maintenant j'embauche quelqu'un en janvier, il est capable de gérer son premier client au mois de mars. Et le NPS est meilleur que ceux de l'ancienne version, en fait. Donc, si on se passe côté client, c'est plus sympa, il y a un meilleur NPS. Si on se passe côté collaborateur, la formation de 10 mois en dure 2 maintenant. Donc, c'est vachement plus sympa parce que c'est quand même plus intéressant de produire et de détecter un client que d'être en formation. Et si on se place côté patron, pour moi, quand j'ai un prospect, je le signe en moyenne entre 1 et 3 mois. Donc, avant, il fallait que j'aligne mon business de 1 et 3 mois avec ma formation de 10 mois. Quand là, maintenant, tu vois, 1 et 3 mois et une formation de 2 mois, je colle à peu près, en fait. Donc, du coup, pour moi, en termes de business à scaler, c'est beaucoup plus facile. Donc, ça, c'est un de nos succès. Un de nos autres succès également, c'est on s'est aperçu que les collaborateurs étaient très contents de leur job, très contents de ce qu'ils faisaient. Par contre, ils n'avaient pas la reconnaissance régulière de franchir des steps. T'es chargé de compte, t'es chargé de compte pendant 3-4 ans, alors tu gères de plus en plus des gros clients, mais il n'y avait pas de palpation, de choses concrètes. Et donc nous, on a créé des ups. Et une fois par an, tu passes ton up. Alors, Théodo fait ça également. C'est pas du tout sur la construit de la même façon. Par contre, et donc nous, on valide que tu as progressé et que tu sais faire certaines choses en fait. Et ça, c'est une des actions qui est arrivée avec le Lean. En allant sur le terrain, la RH s'est rendu compte de ça en fait. Et alors, c'est des choses que les gens parlaient pas en fait, ou parlaient très peu, ou l'expliquaient pas clairement en fait. Voilà. Et le dernier point, c'est que Tiffany, ma RH, elle connaît pas le métier, hein, elle n'est pas issue c'est pas une pro de Google Ads ou de Facebook Ads ou du référencement naturel, mais c'est devenu une pro du terrain en fait. C'est-à-dire que quand elle est sur le terrain,
Et ben en fait, son objectif, c'est de killer les irritants pour les collaborateurs. Mais c'est pas les collaborateurs qui viennent dans son bureau en disant « Ouais, moi je vais râler parce que j'ai ça ». Non, c'est elle qui va sur le terrain, qui regarde les gens produire, qui se dit « Tiens, là je vois qu'il galère à faire ça, il n'appelle pas à l'aide son team leader. Est-ce que peut-être le team leader, en fait, c'est pas expliqué correctement, va pas former correctement ou est pas bon, en fait, là-dedans. Peut-être que lui, il a besoin d'aide, en fait, pour ensuite il puisse aider son équipe. Ou alors, le collaborateur qui a un PC lent et qui le dit pas. Voilà. Plein de choses comme ça, en fait. Et donc, du coup, le rôle de RH a été vraiment transformé, en fait, avec le Lean. Et ça, pour moi, c'est aussi une condition de succès très importante, puisque pour moi, la RRH ou Tiffany, c'est vraiment la pierre angulaire, en fait, entre la direction, les équipes et voilà. Vous faites passer des INPS, donc des internal NPS, genre des Office Vibes, Supermood, des choses comme ça? Alors, on était un des premiers clients de Supermood il y a très 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 longtemps. J'avais pas de RH à l'époque, mais je suis un des 50 Partners, qui est un investisseur de tout le début dans Supermood. Et en fait, ça m'a fait des soucis. C'est que Supermood à l'époque, c'était un mail par semaine avec 3 questions. Et au bout de 2 mois, comme on n'en a pas fait grand-chose, des collaborateurs se sont mis à demander des tireuses à bière, des lits de camp pour dormir. Et comme on n'a encore rien fait, ils se sont mis à vraiment, à mettre un peu, voilà. Et donc, on a arrêté Supermood. Ensuite, on s'est mis au Lean, on s'est mis à la RH. On a embauché une RH, Tiffany. Et là, du coup, ça a changé la donne et on le fait pas. Mais par contre, chaque semaine, on demande aux collaborateurs de remplir le TPR, donc le tout pour réussir. Et nous, le tout pour réussir, c'est tout et n'importe quoi. C'est qu'est-ce que j'ai besoin, en fait. Donc, ça peut être de la formation. Et nous, s'il y a quelqu'un qui met non au TPR, on se donne 1 semaine pour le résoudre. Alors, on n'y arrive pas toujours, hein, mais on va dire qu'on y arrive dans 50% des cas à peu près. Et voilà. Et donc, c'est ça notre NPS à nous, c'est si je mets non, c'est que j'ai quelque chose. Par contre, si à l'inverse, tout le monde met oui, ça veut dire qu'il se passe d'autres choses et que, en fait, ils mentent. Parce que c'est impossible d'avoir tout pour réussir en permanence, en fait, sur toute une année. Voilà. Je fais juste une petite emphase là-dessus parce que vous le savez, hein, si vous nous écoutez, tu le sais aussi, Jonathan, notre métier forcément est très très proche de ces sujets-là. On passe beaucoup de temps avec les fondateurs, les fondatrices, les managers, et notre métier au quotidien, si tu te mets vraiment sur le détail, va beaucoup considérer, être autour de poser des questions en fait. Et c'est hallucinant de voir à quel point, selon la question que tu poses, à quel point tu n'orientes pas les choses de la même manière, parce que tu viens de le dire avec Supermood, c'est pas la même chose de demander à tout le monde dans l'équipe qu'est-ce que vous voulez, même si c'était pas exactement ça la question de Supermood, versus est-ce que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Ça donne pas la même réponse. Et dans un cas de figure, tu vas peut-être créer artificiellement de la frustration, c'est dommage, alors que ça se passait bien. Et dans l'autre cas de figure, tu peux vraiment amener la personne à se poser en profondeur sur, de qu'est-ce qu'il faut pour que ça se passe bien, quoi. C'est exactement ça. En fait, Supermood nous crée beaucoup de frustration et beaucoup d'envie qui n'avait pas lieu d'être, en fait, dans le cadre d'un endroit de travail. Et du coup, ça me fait penser à un exemple. Chez nous, on prend des pièces. Si quelqu'un vient dans mon bureau et il me dit « j'ai un problème », ou dans le bureau Tiffany ou n'importe quel bureau, on lui dit... Alors, la personne souvent parle comme ça dans le vide et nous, on lui dit « montre-moi l'email, montre-moi la campagne publicitaire, montre-moi en fait ». Donc, prenons la pièce dont laquelle tu me parles en fait. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en prenant la pièce, en fait, ce que la personne était en train de me décrire, c'était pas la situation que moi je suis en train de voir ou en train de lire en fait. Et c'est normal, moi-même je fais la même chose, c'est qu'on est humain et qu'on répète, on déforme, on oriente, alors qu'en prenant des pièces, on va vraiment la vérité vraie, si je puis dire. Voilà. Ok, très clair. Avant de faire un petit atterrissage, parce que bon, vous l'avez compris, on peut rentrer en profondeur dans absolument tout. Hein. Enfin, ça reste quand même quelque chose de très 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 profond, le Lean. J'aimerais juste valider deux, trois petites choses que moi j'ai en tête dans toutes les entreprises que j'ai rencontrées qui font du Lean ou même pour mon propre intérêt pour le sujet, et que tu me dises vraiment ton ressenti. Donc la première chose moi que j'aimerais valider avec toi, c'est que même si en écoutant on peut se dire, alors je ne sais pas si c'est du bon sens, mais en tout cas qu'il n'y a rien, moi c'est un truc que j'adore avec le Lean, c'est que quand tu l'écoutes, il n'y a rien de magique.
Il n'y a rien de secret. D'ailleurs, c'était tout le truc de Toyota qui disait mais venez voir nos usines, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de technique secrète, il n'y a pas d'espionnage industriel à faire. Mais ce qui est en filigrane de ça, c'est que j'ai l'impression que c'est impossible de lignifier, j'allais dire, son entreprise sans en faire un projet d'entreprise et donc un sensei et de le faire vraiment, quoi. On peut pas le faire du bout des doigts, j'ai l'impression. En tout cas, c'est très difficile. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, ouais, c'est beaucoup de bon sens. Mais pour organiser si le bon sens de 90 personnes, c'est difficile. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Par contre, l'avantage avec le Lean, c'est que tu n'es pas obligé de tout faire. C'est-à-dire qu'en fonction des problématiques que tu as, tu peux faire qu'une partie, que du Gemba, que les hand-done, que des plans de production. C'est pas comme l'agile où il faut vraiment respecter tout un ensemble pour que ça fonctionne. Là, tu peux vraiment ce que tu veux. On n'a pas parlé, pardon, on a parlé des plans de production. Et j'ai fait une visite au Japon chez une entreprise qui est très avancée en ligne et on a parlé des plans de production. Et elle nous a dit qu'on n'en avait pas. Et là, on s'est tous regardés en disant « Putain, c'est con, c'était l'usine de nos rêves. » Et le mec, il nous déçoit trop sur cette question. Et là, on avait raté la question, en fait. Du coup, il y a une sensei, Catherine, qui était là et qui dit monsieur le japonais, comment vous gérez les retards ?» Et là, il nous regarde et il dit « Mais moi, s'il y a un retard, je me fais harakiri. Depuis que j'ai fondé cette société, il y a 35 ans, il n'y a jamais eu un seul retard. » Et en fait, l'intérêt des plans de production, tout à l'heure, j'avais dit, c'est pour rappeler à le hand-done et respecter le délai de livraison. Et donc, en fait, il n'en a jamais eu, donc il n'a jamais mis le plan de prod. Donc, en fait, ce qui est bien avec le Lean, c'est que tu peux le faire que d'une partie. Ça marche mieux quand tu fais tout. Par contre, même une partie, c'est dur à le faire et à le faire vivre. C'est là où il y a l'idée de lire les livres, discuter avec un sensei qui, lui, va t'aider à l'améliorer en permanence que tu es en train d'installer, en fait. Ouais, tout à fait. Et l'autre question que je me posais, c'est que j'ai l'impression que le Lean, vu qu'on l'a dit, c'est une philosophie, un état d'esprit, j'ai l'impression que ça va, on en a parlé un peu dans la culture Conto, que ça va aller beaucoup mieux avec certains types de personnalités ou des personnes qui partagent l'état d'esprit du Lean et que d'autres pourront aller jusqu'à mal le vivre, parce qu'en fait, quand on prend du recul, ça peut être très fatigant, l'amélioration continue, parce qu'il y a une logique, alors, j'en ai déjà parlé avec Sarah de Conto, je vais le redire. Moi, je suis 100% matrixé par le Lean. J'adore ça. Même si ça c'est pas exactement comme ça que ça se présente dans ma vie, en tout cas, l'amélioration continue est une zone d'épanouissement et pas une zone j'allais dire, de fatigue pour moi. Mais je peux tout à fait entendre qu'il y a des personnes qui se disent « What ? Mais en fait, toute la journée, on va juste aller regarder ce qui va pas bien ou ce que je fais mal. » Donc, ça demande peut-être de l'humilité ou en tout cas de ne pas prendre les choses trop à cœur. Donc, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as observé ? Est-ce que tu as eu des départs au moment où tu as lignifié la boîte ? Et est-ce que vous faites attention dans les recrutements à dire, nous, on bosse comme ça et on veut que des personnes, entre guillemets, qui vont s'y sentir bien pour pas que ça déborde, quoi ? Alors, complètement, quand on a mis Lean en place, déjà, on a commencé avec ceux qui avaient envie. Donc, on va aller voir les clients, on va discuter avec ceux qui ont envie. On a fait des Gemba avec ceux qui étaient très forts dans l'entreprise pour que du coup le Gemba soit confortable pour eux et confortable pour moi aussi. Donc du coup on a commencé avec des volontaires. On a eu 2 départs vraiment liés au Lean, dont la DAF à l'époque, et qui elle ne supportait pas qu'on montrait les problèmes. Pour elle, il fallait les cacher, les traiter en secret. Et elle, en parlait devant tout le monde, on parlait en petit comité. C'était impossible pour elle en fait. C'était trop stressant. Voilà. Donc effectivement, le profil qu'on regarde, c'est des gens qui ont l'humilité, qui ont envie d'apprendre. Parce que du coup, on apprend en permanence, on se challenge en permanence, et des gens qui aiment bien partager. C'est-à-dire que si tu bosses dans ton coin et que tu partages pas avec les autres, c'est pas possible en fait. C'est vraiment les 3 actions qu'on regarde chez les gens qui arrivent chez nous. Ouais, et je réinsiste là-dessus et vous renvoie sur l'épisode qu'on a enregistré avec Sarah de Conto sur la culture. Rappelez-vous bien, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise culture, personnalité. C'est pas le Lean n'est pas la seule, mais par contre, ça vaut la peine de vérifier qu'on est dans un environnement de travail qui est épanouissant pour tout le monde et pas difficile. Parce que je repense à ça, j'ai vu un documentaire récemment sur un alpiniste qui a fait, je crois, les 14 sommets au-dessus de 6000 mètres en très peu de temps. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à la fin du film, quand il l'a fait, il dit je fais quoi maintenant, quoi, faut que je fasse plus dur. C'est un état d'esprit du challenge évidemment, et on pourrait se dire non mais attends, repose-toi, sois content, etc. quoi. Donc faut faire attention à ça. C'est très bien d'avoir une culture marquée et c'est très bien de faire attention à ce que tout le monde se sente bien dedans. Donc ça implique de le faire, de le regarder quoi.
Exactement. Et puis aussi, on n'applique pas la même intensité à des gens qui ont 3 mois d'ancienneté ou des gens qui ont 1 an d'ancienneté, en fait. Ouais, c'est très important. T'as 3 mois d'ancienneté, t'as pas fait de hand-on, bah, no stress, on va te réexpliquer pourquoi. T'as 3 ans d'ancienneté, il y avait un énorme projet, t'as pas fait de hand-on. Là, la discussion sera peut-être un peu différente, en fait. Donc, du coup, il y a l'intensité qu'on met. Et puis, il y a également aussi l'utilisation du lean. Comme c'est un outil très puissant, on va faire beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses, ça veut dire aussi qu'on va faire très mal aux gens. Et nous, ça nous est arrivé des fois de se tromper, hein, qu'on a construit, de faire des mauvais choix. Et donc, il faut que le patron, aille sur le terrain et croire à cette stratégie et aille vérifier comment elle fonctionne sur le terrain. Et pas qu'elle se dise, bah tiens, maintenant, donc toi, chaque directeur, vous allez faire des go-and-see et vous allez voir comment travaillent vos équipes. Parce que alors là, si tu fais ça et que toi, tu les accompagnes pas, que tu leur expliques pas comment on fait, comment on explique aux gens ce qu'on a vu, généralement, on donne 2 bons points pour un point amélioré, les choses comme ça. Bah derrière, en fait, des directeurs, ils vont détruire les équipes, en fait. Donc, du coup, il faut vraiment que le patron se mouille la chemise. Et si je me permets de faire la différence, c'est un peu entre le Lean version Toyota, qui est plutôt pour moi bienveillant, et le Lean façon McKinsey. Alors, ils sont à la mode en ce moment, là, mais qui, eux, c'est des PowerPoint qui donnent au COMEX et que le COMEX doit appliquer derrière. C'est typiquement pas du tout comme ça que ça se passe, en fait. Faut vraiment aller sur le terrain et ça change vraiment, vraiment tout. Surtout en phase de transformation. Parce que du coup, bah, on demande à des gens de faire des choses que vous appliquez pas à vous-même. Donc ça foire. Bah, tout à fait, hein. Tu l'as dit au tout début de l'épisode. Dans la philosophie du Lean, il y a la logique de transformer l'entreprise en entreprise apprenante grâce aux gens, et ça se basait sur le respect et donner les conditions de succès aux personnes. Certainement pas d'exiger des personnes une qualité totale qui est écrasante. Ce n'est pas la même philosophie. Bon, on pourrait en parler des heures, hein, Jonathan. Je pense qu'on pourrait, si lance un podcast sur le Lean, je l'écouterai, pour que tu puisses l'explorer en long, large, en travers. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview, si tu le veux bien. Déjà, où est-ce qu'on te retrouve ? On a envie de prendre contact avec toi. On te contacte par où ? Eh ben alors, pour prendre contact avec moi, c'est 2 solutions. C'est www.jvweb.com ou alors Jonathan Widor, Vidor, sur LinkedIn, directement. Et on mettra les liens dans la description, bien évidemment. Ensuite, un livre, un podcast, un blog, des ressources peut-être sur le Lean que tu recommanderais ? Exactement. Ben moi, j'ai un livre à conseiller qui est Learning to Scale, qui est comment se mettre au Lean, quels sont les principaux principes du Lean, comment ça fonctionne. Et c'est écrit par Régis Medina, donc mon sensei. Ok, très cool. Je ne l'ai pas lu et ça me donne très envie de le lire, hein, pour être honnête. Et enfin, tu connais notre tradition du podcast. Tu en es toi-même issu, hein, tu as été recommandé. Est-ce qu'il y a un ou une RH de start-up ou fondateur, fondatrice, mais en tout cas celui qui a un côté très people, que tu aimerais mettre en lumière dans cet épisode et potentiellement lui passer le micro pour un prochain épisode ? Ouais, il y a une RH qui est basée à Montpellier également, avec qui on communique souvent, avec qui Tiffany communique souvent, c'est Sarah Groll de l'entreprise Tids. Et en fait, Sarah a beaucoup de challenges intéressants puisqu'elle est dans une entreprise de croissance, dans un métier technique, donc avec des vrais problèmes de recrutement, de marque employeur, de rétention. Elle a même aidé pour créer des bureaux à l'étranger. Et nous, c'est notre problématique du moment, c'est pour ça qu'on a beaucoup discuté avec elle. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui a un bon savoir-faire, un très bon savoir-faire RH même en fait, et un bon savoir applicatif du RH mis en pratique dans différents pays avec des petites équipes de 10 personnes à des équipes de 250 personnes quoi, dans chaque pays. Bon, écoute, Sarah, si tu nous écoutes, 2 choses au moment de réfléchir à mettre une personne sur un piédestal, Jonathan, il pense à toi. Donc, c'est toujours bien de se le rappeler. Et de notre côté, tu as la porte grande ouverte pour venir faire un épisode sur le podcast de Yaniro, sur le Human Factor, quand tu veux. Bon, Jonathan, c'était un vrai plaisir. Moi, je ne vais pas cacher l'enthousiasme que ça me donne de parler de ces sujets et la frustration d'avoir envie d'en parler beaucoup plus. Mais bon, 1 heure d'épisode, c'est bien déjà. Donc, écoute, en tout cas, un grand merci pour ton temps. Il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine. Merci à toi, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi.